Mesdames et messieurs, bienvenue au Salon Interclimat, bienvenue sur ce forum Interclimat. En cette journée du mardi 1er octobre, nous avons cet après-midi une première conférence sur le thème du Z7, une pompe à chaleur sans unité extérieure. Conférence qui sera menée par monsieur Mathieu Picard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable ingénierie projet et service prescription. Tout à fait, oui. Chez Intuis, le groupe Intuis. Exactement. Eh bien écoutez, bienvenue sur le forum. Je vais vous laisser tenir votre conférence avec ce format d'une demi-heure qui par la suite contiendra des questions-réponses. Bonne conférence à vous Mathieu, bonne conférence à vous et à tout à l'heure. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je me présente, je m'appelle Mathieu Picard. Au sein du groupe Intuis, je travaille comme responsable de l'équipe d'ingénieurs projet du service prescription. Et effectivement, aujourd'hui, je suis venu vous présenter le système Z7, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et pour ceux qui le connaissent, peut-être répondre à des questions que vous pourriez avoir. Avant de se lancer dans le dur du système Z7, je voulais un petit peu, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas forcément, parler du groupe Intuis. Parler un petit peu de qui on est, quelle est notre identité, comment, voilà, vers quoi on aime se tourner au niveau du développement de produits. Et on va un petit peu attendre qu'il se calme. Alors, le groupe Intuis, déjà pour commencer, il faut parler du groupe Muller. Le groupe Muller, c'est un regroupement de différentes sociétés qui sont, comme vous le voyez, basées dans le nord de la France. On est très nordiste. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les chiffres. On a effectivement plusieurs usines implantées dans le nord, des centres de recherche, 2 centres de formation. On est un groupe fort d'à peu près 1 millier de collaborateurs. Et un truc sur lequel je voulais particulièrement m'arrêter, c'est les 130 brevets que nous possédons ou que nous avons possédés au fur et à mesure de notre histoire. Ça, c'est très important, c'est le premier élément constitutif de notre identité. On est un groupe qui ne cherche pas simplement à vendre ce qui fonctionne, mais qui cherche à justement aller au-delà, à chercher ce qui va fonctionner demain pour le proposer. Donc pour parler un petit peu de quelques exemples concrets, on va avoir par exemple le passage du 110 au 220 volts en France, l'accompagnement d'EDF dans les années 70. On va avoir du coup ce qui a accompagné le développement du chauffage électrique, le développement de la connectivité qui est quand même un enjeu aujourd'hui. Et évidemment, si je suis venu vous parler d'une pompe à chaleur, c'est qu'on travaille aussi au développement du thermodynamique. Donc comme je vous disais, on a à peu près 130 brevets déposés encore en cours ou dans l'histoire. Et un autre point très important, on a à ce jour la seule gamme de pompes à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique 100% origine France garantie. Ça, c'est un autre élément qui est très constitutif de notre identité. Non seulement on cherche à innover sur les produits de demain, mais aussi on cherche à faire valoir le savoir-faire français. Donc l'ensemble de nos produits sont développés en France, fabriqués en France, et dans la mesure du possible, l'ensemble des composants sont d'origine française. C'est vraiment un élément très important pour nous. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus sur le groupe Intuis. Donc simplement pour vous dire comment est-ce qu'on lie Muller à Intuis. Intuis, c'est la marque du groupe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le groupe Muller avait différentes sociétés, chacune avec sa force commerciale, ses solutions. L'idée aujourd'hui, c'est de regrouper l'ensemble sous la bannière Intuis pour proposer une force commerciale et une offre de solutions combinées des différentes sociétés du groupe pour pouvoir aller toujours plus loin. Comme je vous disais, je ne vais pas aller plus loin puisqu'on a une conférence qui est assez dense, avec beaucoup d'éléments à vous transférer. Si vous souhaitez plus d'informations, soit sur l'histoire, soit évidemment sur les produits, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est dans le hall au stand G066. Je vais pouvoir rentrer un petit peu dans le dur du sujet, qui est du coup le système Z7. Alors comme je vous le disais, c'est une pompe à chaleur sans unité extérieure. On va déjà s'arrêter sur la première partie, pompe à chaleur. C'est un système individuel triple service, ce qui veut dire que par logement, vous aurez la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de rafraîchissement. Et au sein de ce rafraîchissement, il y a une petite particularité sur laquelle on reviendra juste après, qui est le rafraîchissement passif. Ensuite, le Z7, c'est une solution composite, ce qui veut dire qu'il va chauffer directement la pièce principale, la salle, le séjour et la salle à manger. Si la cuisine est ouverte, évidemment, il va participer. Et pour le reste, il va faire un chauffage indirect, c'est-à-dire que c'est par mouvement d'air dans le logement, les entrées et les sorties dans les différentes pièces, qui va venir chauffer le reste des pièces. Et en complément, on va avoir des appoints électriques, que ce soit radiateur électrique, sèche-serviette, dans le reste des chambres. Ça veut dire 2 choses. D'une part, ça veut dire que l'implantation est facilitée. On n'a pas des gaines à tirer dans l'ensemble des logements, que ce soit en conception dans le neuf et surtout dans la rénovation dans le bâtiment existant. C'est comme une énorme contrainte qui est retirée. Et ensuite, c'est tout bête, mais ça permet aussi de gérer individuellement le confort de chaque chambre. Si vous avez une chambre qui est à, par exemple, 19 degrés, et que vous avez un enfant en bas âge, on sait qu'aujourd'hui, les médecins recommandent plutôt du 23-25.
Avec un chauffage centralisé, gérer les deux zones indépendamment, c'est quand même très compliqué. Avec des petits radiateurs d'appoint dans les chambres, c'est super facile, ça n'a aucune contrainte. Vous pouvez en plus le faire, on le verra juste après, par l'application. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très simplifié. Autre point, je l'ai dit, pompe à chaleur sans unité extérieure, c'est donc de ça qu'on va parler maintenant. Le fait qu'il n'y ait absolument aucune unité, comme vous le voyez, le design, c'est vraiment le design d'un chauffe-eau thermodynamique. Simplement, ce chauffe-eau thermo vient assurer le chauffage et potentiellement le rafraîchissement selon les besoins. Ce qui veut dire qu'on va avoir, pour l'amener d'énergie, un conduit d'air extérieur d'amener, un conduit d'air de refoulement, comme pour un chauffe-eau thermo. Et si possible, si vous le souhaitez, il y a même la possibilité de le mettre sur des conduits collectifs, un peu comme ce qui se fait sur les chaudières, ou pour ceux qui connaissent, la gamme Edel ACE qu'on propose. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est le R290. Alors, le R290, il y a quelques années, je vous en aurais fait toute une conférence basée dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, soit vous en avez déjà entendu parler, soit vous en réentendrez parler. C'est vraiment le fluide qui a la cote. Nous, c'est un fluide qu'on travaille depuis 15 ans. C'est un fluide qu'on connaît très très bien, qu'on aime beaucoup, parce que sinon on en aurait changé d'ici là. Et parmi ces gros avantages, il y a le fait que ce soit un fluide déjà naturel. Il n'y a pas d'hydrofluorocarbures, les fameux HFC, qui vont être un peu chassés par la F-gaz. Et le fait que ce soit un fluide naturel, c'est aussi un fluide avec un poids carbone très limité. Je vais prendre, puisqu'on parle de pompe à chaleur RR, un exemple qu'on connaît à peu près tous, le R407. 1 kg de R407, c'est à peu près 2000 kg de CO2. Et il n'y a pas que 1 kg dans une pompe à chaleur. 1 kg de R290, c'est 3,3 kg de CO2. Vous voyez que tout de suite, l'écart n'est pas du tout le même. Et je vous rassure, le ratio n'est pas complété par le poids. Sinon, ça ferait des C7 qui seraient très très lourds. Plusieurs tonnes le produit, ce n'est pas tout à fait compatible avec son usage. Donc voilà, ça c'est pour une présentation rapide. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant dans le logement? Eh bien, comme j'ai pris la base de comparaison du chauffe-eau thermodynamique, je vais commencer par ça. Il fait de l'eau chaude sanitaire, comme un chauffe-eau thermodynamique. On prend l'énergie depuis l'air extérieur, on passe par le circuit, on transfère cette énergie à la cuve. Jusque-là, rien de très compliqué. On peut aussi faire le chauffage. J'ai pris l'exemple de comparaison d'une PAC RR. C'est pareil, on prend l'énergie sur l'air extérieur, on passe par la petite pompe à chaleur, on transfère l'énergie à l'air du logement. Toujours rien de compliqué. On a ensuite, au niveau du rafraîchissement, le rafraîchissement actif. C'est la clim. On prend l'énergie sur l'air du logement, on vient la transférer sur l'air extérieur. L'objectif étant évidemment pas de réchauffer l'air extérieur, mais de rafraîchir le logement. La grosse particularité, je vous en ai un petit peu parlé, c'est le rafraîchissement passif. Quand on souhaite produire de l'eau chaude avec le système, et qu'au même moment, on souhaite rafraîchir le logement, plutôt que d'aller chercher l'énergie sur l'air extérieur, pourquoi pas utiliser l'énergie dans le logement pour produire de l'eau chaude et par extension rafraîchir le logement? Et ça, c'est le genre de cas de figure qu'on retrouve en réalité assez souvent. Déjà, tout l'épuisage du matin, ça veut dire de la consommation d'eau chaude, ça veut dire le système Z7 qui va vouloir reproduire de l'eau chaude. Et donc, pendant la journée, un fonctionnement qui va impliquer qu'on viendra puiser des calories sur l'air intérieur. Donc un rafraîchissement pendant la journée. Et j'aurais même tendance à vous dire, même la nuit, avec les pics de canicule qu'on peut avoir depuis ces dernières années, tous les puisages du soir vont représenter une grosse consommation, donc un gros besoin de production, donc une longue période pendant laquelle le Z7 va puiser l'énergie sur l'air du logement, et un petit peu de frais la nuit pour aller se coucher. En général, ça déplaît à personne. Voilà, ça c'est vraiment la particularité du Z7, c'est son unicité, en plus du fait qu'il n'ait aucune unité extérieure, c'est ce qui le rend très nouveau et qui vient créer presque tout un nouveau marché juste autour de lui. Parce qu'en général, la climatisation, on vient parler de la Méditerranée, on ne parle pas du reste de la France. Là, une climatisation gratuite comme ça, dans toutes les régions de France, ça a un intérêt. Moi-même, je viens de Normandie, je peux vous dire que les 37 degrés en été, si je peux avoir un petit rafraîchissement gratuit en plus, je ne vais pas aller contre. Donc voilà, ça c'est les différents modes de fonctionnement du système. Quelles sont les caractéristiques plus concrètes? On va parler un peu d'ECS, puisque vous l'aurez compris, c'est ce qui va leader la présentation. Donc déjà, c'est une cuve inox de 200 litres. 200 litres, ramené sur un besoin à 40 degrés, ça fait à peu près 6 à 700 litres par logement par jour. C'est valable du T5, voire même jusqu'au T6. Donc avant que vous trouviez une configuration qui soit trop juste avec le Z7, ça vous laisse un peu de travail. À part peut-être un grand manoir de 10 000 m², mais c'est pas grave, vous en mettrez plusieurs, vous avez la place. L'autre point, je l'ai dit, c'est l'aspect acier inoxydable. Il n'y a absolument pas d'anode à vérifier, et ça c'est un gros point. C'est notamment un point qui fait que les chauffe-eau électriques aujourd'hui sont presque jetables. C'est que si on ne fait pas de maintenance, qu'on ne contrôle pas l'anode, la cuve perce, on jette. Là, le fait qu'il n'y ait pas d'anode à contrôler, c'est une longévité accrue. Et c'est aussi pouvoir rassurer, c'est la qualité de l'inox. Donc ça, c'était pour la partie eau chaude. Sur le côté chauffage, je vais commencer par le deuxième point. C'est un système qui peut générer
du chauffage et de l'ECS jusqu'à moins 15 degrés extérieur. Moins 15 degrés, c'est la température de référence de Strasbourg, l'une des zones les plus froides de France. Ce qui veut dire que, hormis dans vraiment les hautes altitudes, les Alpes, les Pyrénées, et franchement, il faut commencer à dépasser les 1000-1200 mètres, le C7 est implantable partout en France. Pareil, ça c'est une grosse adaptabilité aussi. On n'a pas à se poser la question, est-ce que le Z7 est compatible avec ma région? Il n'y a pas de problème, à moins que vous dépassiez les moins 15. Ça laisse un peu de marge. Et ensuite, c'est un système qui vient être basé sur des compresseurs adaptatifs. Donc on va faire varier la vitesse du compresseur sur le besoin. Potentiellement, si ça vaut le coup et que c'est pertinent dans le logement, on peut faire varier la vitesse de rotation du ventilateur. Ce qui veut dire qu'on va amoindrir le bruit généré par le système quand les besoins sont moins élevés. Donc on va gérer mieux l'acoustique. Là, on est quand même dans un équipement qui est dans le logement. Pouvoir maîtriser l'aspect acoustique de cette façon-là, c'est quand même un énorme point fort. Et dernier point, le Z7, c'est un système, je l'ai dit, qui vient chauffer l'air. Donc qui vient interagir avec l'air du logement. De base, vous avez un filtre dit G4 dedans. Les filtres G4, pour ceux qui ne savent pas, c'est des filtres assez larges qui viennent gérer un peu les poussières, mais qui sont surtout là pour protéger l'échangeur. Mais ce filtre G4, vous pouvez très bien le remplacer par un filtre dit F7, un filtre beaucoup plus fin qui vient gérer les microparticules et notamment les pollens. Ce qui veut dire qu'avec le système, vous avez un outil aussi d'amélioration de la qualité de l'air intérieur du logement. Vous venez assainir l'intérieur en complément de la VMC qui est là, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc pour reprendre les différents points, on a une solution qui est 4 en 1, chauffage, ECS, rafraîchissement type clim et le rafraîchissement passif, rafraîchissement gratuit entre guillemets. On a un système qui fonctionne au R290 qui est aujourd'hui très certainement le meilleur fluide et avec tous nos 15 ans d'expérience dans ce fluide pour le manœuvrer. On a un système qui est sans unité extérieure, c'est plus facile à implanter. Il n'y a pas question de est-ce que le PLU me l'autorise, est-ce que je suis sur une architecture bâtiment de France qui fait que je ne pourrais pas mettre d'unité extérieure, est-ce que juste l'unité extérieure ce ne serait pas joli sur mon bâtiment ou sur ma maison. Tout ça c'est évacué. Il y a aussi le fait que s'il n'y a pas d'unité extérieure, il n'y a pas de liaison fluide frigorigène. Donc la pose est moins chère et l'entretien est simplifié. Tout est certifié étanche d'usine. On est sur un système qui apporte le confort d'une cuve inox de 200 litres, avec toute la longévité et le volume d'eau que ça implique. On est sur un système qui permet de traiter la qualité de l'air. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les 4 en 1, en fait c'est 5 en 1. Potentiellement c'est chauffage, ECS, rafraîchissement actif, rafraîchissement passif et qualité de l'air. Et le dernier point, ça on y viendra un petit peu plus tard dans la présentation, on est sur un système qui est très discret. Ça c'est important. On va avoir une pompe à chaleur, comme pour un chauffe-eau thermodynamique, qui est dans le logement. Donc on ne peut pas avoir un système qui, comme sur les puissances observées généralement, est autour des 40 voire 60 dB. C'est énorme. Donc on a développé un système qui, on le verra tout à l'heure sur une présentation d'une étude, ne génère à pleine puissance, c'est-à-dire en chauffage et en eau chaude, que 34 dB à 1 mètre. 34 dB, pour continuer à filer un peu la comparaison avec les chauffe-eau thermodynamiques, c'est aujourd'hui un bon chauffe-eau thermodynamique. Voilà, ce n'est pas les chauffe-eau thermodynamiques bas de gamme. 34 dB, c'est assez excellent comme résultat. Donc voilà pour la présentation un petit peu générale du produit. Maintenant que je vous ai montré à quoi il ressemblait, je vais surtout vous parler de à quoi il est destiné. Il est destiné à peu près tous les types de logements, que ce soit du neuf, de la rénovation, du logement collectif, de la maison individuelle. Il saura toujours tirer son épingle du jeu. Je ne vais pas m'amuser à vous détailler chaque ligne qui est écrite ici, on le verra au fur et à mesure de la présentation, mais vous le voyez bien que si on l'a écrit, c'est que chaque configuration a son avantage et presque chaque configuration a le moment où le Z7 devient clé par rapport aux autres systèmes qui existent. Est-ce que j'essaye de le mettre dans le logement? Allez, on part dans le logement, voir un petit peu où est-ce qu'on l'intègre. Comme vous le voyez sur le schéma, et comme j'ai déjà dit, on vient intégrer le système au niveau de la pièce principale, et ensuite on vient chauffer directement la pièce principale et indirectement le reste des pièces. On a une puissance qui permet dans le neuf de gérer 100% des besoins de chauffage jusqu'à 60 mètres carrés. Et autre point que j'ai rajouté, on a un système qui ne fait aucun bruit d'air soufflé dans les chambres. Ça c'est important aussi parce que en Méditerranée par exemple, la climatisation dans les chambres, on est habitué. On a un bruit qui est présent, on est là. Mais l'acoustique c'est très très subjectif. Et pour grosso modo tout le reste de la France, le bruit d'air dans la chambre, on n'est pas habitué. C'est pas que ce soit un système de diffusion d'air qui fasse particulièrement de bruit. En général, j'ai tendance à le comparer au tic-tac de l'horloge à 2 h du matin. Vous l'entendez jamais, il fait jamais de bruit. Par contre, la nuit où vous avez un peu de mal à dormir, où il y a l'horloge qui tic, qui tac, qui tic, qui tac, à un moment donné, ça vous saoule, vous la chopez, elle passe par la fenêtre. Le système, il fait dans les 270 kg. Il faudra vraiment être très très énervé pour réussir à le faire passer par la fenêtre. Et en plus, vous n'aurez plus de chauffage, ce serait dommage. Donc ça, c'est aussi très important, ne pas avoir
d'air soufflé, ne pas avoir de bruit parasite dans les chambres, uniquement réduit aux zones du logement où on a l'habitude d'avoir du bruit. Voilà. Les petits radiateurs d'appoint dans les chambres, ça je l'ai dit, c'est un confort adaptable par chambre, ça permet à chaque chambre de gérer sa température. Et évidemment, le tout peut être piloté par une application de domotique, l'application Intuis Connect, qui va vous permettre de gérer les radiateurs, le sèche-serviette, le Z7, à quelle température je veux le mettre, est-ce que là je suis en vacances, j'aimerais bien le redémarrer juste avant d'arriver, les réduits de consommation en journée parce que je suis au travail. Tous les avantages que propose une application de domotique aujourd'hui. Une fois que j'ai dit comment est-ce que je l'implantais, il faut voir où est-ce qu'on l'implante. Ce genre de système, ça s'implante dans un placard. Déjà, première réalité, si ça ne se voit pas, ça ne fait pas de bruit. Tout bêtement. C'est un système qui au plus large va faire 63 cm de diamètre, donc on le verra juste après, le placard n'a pas besoin d'être extrêmement grand. Deuxième point, comment est-ce qu'on souffle à l'extérieur du placard? On a des grouilles à double déflexion, donc déflexion horizontale, déflexion verticale, ça va vraiment permettre d'amener le souffle d'air là où on souhaite l'amener, pour pouvoir à la fois sur le soufflage et sur l'aspiration, avoir le meilleur brassage, donc la meilleure homogénéité de la température dans la pièce. Et enfin, le dernier point, j'en ai déjà un petit peu parlé, sur les amenées d'air extérieur, c'est pareil. Comme il n'y a pas d'unité qui est contraignante, c'est très adaptable. Soit vous allez le mettre en façade, soit vous allez le mettre sur des conduits collectifs. Ce qui peut dire que vous n'avez pas de contrainte par rapport à où est-ce que je dois le positionner pour qu'il ne soit pas trop loin de la façade. Vous n'avez pas de contrainte d'esthétisme et tout ce que je vous ai déjà mentionné. La solution complète, du coup, c'est celle-là. Vous avez le Z7 avec, dans les chambres, différents types de radiateurs. Et à ce niveau-là, nous proposons des panneaux rayonnants, nous proposons des radiateurs à chaleur douce, des radiateurs à fonte active aussi, tout un ensemble de gamme. Et ensuite, les différents sèche-serviettes, pareil, sèche-serviette classique, sèche-serviette à fluide caloporteur. On n'a pas forcément le temps de s'étendre sur le sujet pendant la présentation, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur le stand. Je rappelle, G066. Bon, j'ai vu comment est-ce que je pouvais le poser. Maintenant, il faut le poser réellement. Donc déjà, je vais le mettre dans un placard, comme je vous ai dit. Le placard, il va faire 80 cm par 80 cm. Ça, c'est permis par le fait que le système, comme je vous ai dit, au plus large, fait 63 cm de diamètre. En hauteur, c'est 1,88 m. Donc si vous avez un placard de 80 par 80, un passage de porte de 73 cm et une porte qui fait 2,10 m de haut, vous le rentrez sans avoir besoin de chausse-pied ou de lubrifiant. Et pourtant, ce n'est pas un placard qui soit très très grand quand même. C'est du placard assez standard. Je m'arrête sur un petit point qui est mentionné. Il y a marqué placard acoustique. C'est un peu ce frais de choc. J'ai fait exprès de la mettre là. En fait, ce n'est pas un placard acoustique à proprement parler, mais c'est un placard dont il faudra réfléchir l'acoustique. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un bunker, loin de là. Par contre, on ne fait pas n'importe quoi. Typiquement, la porte, c'est une vraie porte, ce n'est pas une porte coulissante. On met un petit joint d'étanchéité autour. Voilà, les cloisons, c'est pareil, c'est un petit peu travaillé. On y reviendra sur l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure en région lyonnaise. Une fois que je l'ai mis dans le placard, je vais pouvoir raccorder mon chauffage de l'air intérieur. Donc ça, pareil, plusieurs configurations. Déjà de base, le soufflage de l'air est toujours via une grille en partie haute, raccordée à un silencieux. Le silencieux est super important, c'est lui qui va venir bloquer le bruit généré par le système. Donc on est sûr que la sortie d'air qui vient être diffusée dans la pièce, déjà, il n'y a pas de bruit qui accompagne. Ensuite, c'est sur la reprise de l'air. On a deux configurations. La première, c'est de faire comme le soufflage, une reprise en partie haute, c'est celle que vous avez sur la gauche. Et la deuxième, c'est directement d'avoir une grille dans la porte et on va faire ce qu'on appelle reprendre en vrac, c'est-à-dire qu'on aspire directement dans le placard sans le gainer. Les deux configurations sont très intéressantes. Pour la première, j'ai tendance à dire c'est bien de pouvoir le prévoir, de pouvoir le travailler, tout simplement parce que vous avez du coup une ouverture directement dans le placard et sans les silencieux intermédiaires pour filtrer le bruit. Ça ne veut pas dire que ça va être problématique. Même chose, ça veut dire simplement qu'il faut le réfléchir pour que le placard soit au bon endroit, tourné de la bonne façon. Et aussi que la porte soit de la bonne composition et surtout la grille, qu'elle soit bien posée. Et à partir de là, problème réglé. Voilà. Et enfin, maintenant que j'ai mon air intérieur, je vais pouvoir aller chercher l'énergie sur l'extérieur. Je vais pas pouvoir faire la sauce, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Soit on vient raccorder directement en conduit individuel en façade ou en toiture, comme pour un chauffe-eau thermodynamique. Soit on vient raccorder sur des conduits collectifs. La dimension des conduits viendra varier en fonction du nombre de systèmes. On peut aller jusqu'à 4, voire 5. Ce qui veut dire quand même du R+3, R+4 sans aucune ventouse en façade. Et voilà, et derrière, on a les façades qui sont protégées. Comme je vous l'ai dit, ça évite d'aller se poser la question de où est-ce que je mets par rapport à la façade. Est-ce qu'au niveau de l'été du bâtiment, ça va le faire? Est-ce que les bâtiments de France vont pas venir me retoquer mon projet alors qu'il est presque fini? Franchement, j'avais autre chose à faire. Voilà, c'est tout un ensemble de gains qui est quand même très intéressant. Bon, je l'ai posé. Maintenant, il faut voir le bruit qu'il fait. Alors déjà, première chose à aborder, que disent les textes de loi?
On va commencer par l'arrêté du 30 juin 1999, qui dit, je cite, « Un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation dans un logement ne doit pas dépasser les 35 dB dans la pièce principale. Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur la pièce principale, blablabla, 40 dB à partir du 1er juin 2001. » Bon, déjà, on va pouvoir dire que le 1er juin 2001, aujourd'hui, on est tous concernés. Si vous n'avez toujours pas fini le bâtiment, il est temps de s'y mettre. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, soit la cuisine est ouverte sur la pièce, vous avez 40 dB au max selon le texte de loi, soit la cuisine n'est pas ouverte sur la pièce, vous avez 35 dB au maximum. Ça, c'est les textes réglementaires. Maintenant, il y a d'autres labels qui viennent s'ajouter, et notamment des exemples en dessous du label NF Habitat de chez Sercal, qui vient interdire l'implantation d'unités extérieures à moins d'1,5 m d'un ouvrant, et qui vient aussi interdire l'implantation d'unités extérieures à moins de 2 mètres d'un acrotère. Et encore, ça c'est pour les machines dont la puissance acoustique, c'est-à-dire non pas ce qu'on ressent, mais le bruit théorique de l'engin, qui a 60 dB. 65 dB, c'est très très peu. Voilà. Donc ça nous amène à des configurations comme la photo que vous avez là sur la gauche. C'est pas que ce soit une mauvaise configuration. Après tout, si elle était prévue comme ça, pourquoi pas. Maintenant, il y a deux choses qui m'interpellent. Déjà d'une, le renfoncement. S'il n'était pas prévu sur les plans architecturaux, c'est de la perte de surface. Et aujourd'hui, on sait que la surface, ça coûte cher. Deuxième point, et pour moi c'est presque plus important, quand les machines seront démarrées et quand on aura besoin de faire l'entretien, je ne sais pas si vous allez bien le voir, de celle-là par exemple, sur la 3e ligne, ça veut dire qu'il faut retirer la grille, et à mon avis elle ne doit pas peser 2 kg, monter un échafaudage, faire venir un technicien habilité à la manipulation des fluides et sur un échafaudage, c'est double peine, retirer l'échafaudage, remettre la grille. Si vous n'avez pas d'unité extérieure, si tout est dans le logement, un technicien habilité juste à intervenir sur de l'hydraulique, ça suffit. Et c'est quand même beaucoup moins lourd en coût, en maintenance. Voilà, donc c'est pour ça que c'est typiquement en voyant ce genre d'installation qu'on a d'essayer de trouver une solution, le système Z7. Alors je vous ai parlé quelques fois de mesures sur site. Ça c'est un dossier de à peu près 11 systèmes, 11 logements, basé dans la région lyonnaise, dans laquelle on a fait les mesures pour avoir le bruit réel de l'installation. Comme vous le voyez, on va avoir un placard qui est dit légèrement renforcé, c'est-à-dire qu'on a des cloisons de BA13 avec un petit peu d'isolant au milieu. Voilà, on a réfléchi l'acoustique du placard. Pour autant, on n'est pas sur un bunker, on est sur des choses assez standards au niveau des matériaux. On va avoir une porte standard, comme j'ai dit, pas une porte coulissante, pas non plus une porte pleine très acoustique qui pèse 200 kg, avec juste un petit joint d'étanchéité. Et évidemment, on va avoir tous les silencieux sur l'amener d'air extérieur et sur le traitement de l'air intérieur qu'on va fournir. Donc ça, c'est même pas une question que vous avez à vous poser, c'est directement packagé. Tout ça, la mesure au centre de la pièce principale, on ne le voit pas dans la photo parce que la pièce n'est pas très large. Tout ça, ça nous amène, comme vous voyez dans le tableau sur la gauche pour vous, en vert, à une mesure de 34 dB. Ici, on avait une cuisine qui était ouverte sur la pièce principale. Là, l'exigence était de 40 dB. Maintenant, je vous rappelle qu'au niveau du texte, je vous ai dit que si la cuisine n'était pas ouverte sur la pièce principale, on avait une exigence de 35 dB. Dans les deux cas, on passe largement avec un placard, encore une fois j'insiste, qui n'est pas un bunker. Donc voilà, là-dessus, c'est quand je vous disais qu'on a des grosses performances acoustiques, ça c'est, vous en avez l'exemple ici même, on est très largement conforme aux différentes exigences. Je tourne le volet acoustique, on pourra détailler un peu plus dans le détail sur le stand, vous avez un Z7 qui tourne avec tous les kits silencieux et le placard qui va bien, donc on pourra regarder ça. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on l'intègre dans les réglementations thermiques. On va commencer par ce qui est aujourd'hui le plus connu, le 9. Sur le volet énergie de l'Aéro 2020, sur le chauffage, c'est une PAC. Déjà, c'est un gros gain. Sur le CS, non seulement c'est une PAC, mais en plus c'est un des meilleurs COP du marché, 4,38. Je vous laisserai comparer aux autres systèmes, c'est juste énorme. La possibilité de faire la climatisation, donc pour les Méditerranéens, ça veut dire un seuil de degrés-heure, le confort dans le logement qui est rehaussé de 1250 à 1600. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'Aéro 2020, là je parle très technique, mais c'est quand même un énorme avantage sur ces zones climatiques. Et le dernier point, comme je vous disais, la possibilité de faire un rafraîchissement passif. On pourra travailler avec vous un titre 5 pour prendre en compte ce gain sur le confort. Au niveau du volet carbone, premier point, c'est un design de chauffe-eau thermodynamique. Donc c'est très léger en équipement par rapport à des packs RR classiques qui ont en plus besoin d'une cuve à côté. Et en plus, comme je disais, vous avez le R290. 1 kg de R290, c'est 3,3 kg de fluide. Vous en avez 300 g dans le système, ça fait même pas 1 kg de CO2 par Z7. À titre de comparaison, des packs triple service au 134 avec un peu de R32, donc le 134 qui est un peu l'ancien fluide, le R32 qui est fluide qui aujourd'hui devient plus dominant, c'est quand même 4300 kg. Voilà. Le ratio de 4000 n'est pas négligeable.
Alors évidemment, il faut composer ça par la surface au mètre carré. Maintenant, si vous avez 17 Z7 par exemple, vous avez 17 packs RR. Donc l'écart est juste énorme. Donc en général, sur ce volet carbone, on est plutôt pas mal. Je vais vous donner un cas concret. Ça, c'est un bâtiment qui aujourd'hui existe et tourne avec notre système ZPAC, nos packs collectifs. Donc j'ai pas le temps de vous en parler là, mais vous pourrez nous rejoindre sur le stand pour plus de questions. On a demandé au bureau d'études, à partir de cette base d'un bâtiment réel, de nous simuler le bâtiment en chaudière gaz classique, comme on l'aurait fait pour de la RT12, et avec le système Z7. Les résultats, c'est les suivants. Déjà, premièrement, la classe, on est passé d'une classe C à une classe A, juste en changeant le système. Évidemment, c'est les émissions de CO2 qui comptent à ce niveau-là. Donc ça, déjà, c'est gagné. Ensuite, on est sur un B-bio qui est quand même très proche du B-biogaz. Il n'y a que 3% d'écart. Et là, on est pour être sur du standard RE20. Si votre bureau d'études sait faire un bâti gaz RE20, il sait faire un bâti Z7. C'est pas parce qu'on a des panneaux rayonnants qui, dans l'esprit collectif, ont tendance à lourder le calcul thermique que le système ne marche plus. Au contraire. Et le dernier point, évidemment, c'est les rejets de CO2. Comme je vous l'ai dit, on a un impact carbone sur l'énergie qui est divisé par 5. Forcément, d'un côté, on a du gaz, de l'autre côté, on a du thermodynamique. L'impact est tel que la chaudière, je ne vais pas vous l'apprendre, aujourd'hui ne passe déjà plus les seuils 2025, alors que le système Z7, lui, reste compatible jusqu'au seuil 2031. D'ici là, ça laisse un petit peu le temps de voir venir quand même. Donc voilà, ça c'était pour un exemple d'étude. Maintenant, on va parler d'un vrai bâtiment. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté un dossier dans la région lyonnaise. Là, je vais vous présenter un dossier en région toulousaine. C'est un bâtiment de 17 logements. L'ensemble de ces logements est destiné à un bailleur social. Et le projet a été piloté par le groupe XF. Donc déjà, merci à eux pour 2 raisons. Merci de nous avoir fait confiance avec un nouveau système, de nous avoir permis de les accompagner. Ça n'a pas toujours été évident maintenant quel chantier l'est. Et deuxième point, merci de nous avoir fait leur retour sur leurs astantes à la base et sur l'intérêt qu'ils y ont trouvé. Donc là, je vais pouvoir les citer. Les atouts, selon eux, c'était de préparer l'avenir en sortant du programme classique de l'énergie gaz. Du coup, d'être conforme évidemment à l'Aéro 2020 et à ses futurs seuils. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la compatibilité carbone jusqu'au seuil 2031. Ça laisse le temps au groupe XF de voir venir. Et ensuite, ça c'était la théorie. Quand ils ont lancé le projet, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire? Eh bien, quand ils sont allés au bout, il y a 2 choses qui leur ont plu. Premièrement, c'est que c'est une solution compacte et complète. Et quand je dis complète, c'est que ce soit les dimensions du placard, on l'a vu 80 par 80, que ce soit les gaines aéroliques, on l'a vu, c'est à peu près ce qui se fait aujourd'hui sur du chauffe-eau thermodynamique, ou que ce soit les puissances électriques, c'est pareil, c'est très proche de ce qui se fait sur du chauffe-eau thermodynamique, et bien pour eux c'est standard. Il n'y a rien qui sort du lot, il n'y a rien qu'ils ne savent pas déjà faire avec leurs installateurs. Pour une PAC RR en RO 2020, alors qu'ils sont habitués à faire du gaz, c'est quand même pas négligeable. Et deuxième point, et là pour le coup je vais vraiment les citer mot pour mot, la certification Origine France Garantie répond à notre souhait de privilégier les acteurs de l'économie locale et participe à l'acceptation de la solution. Et vous voyez là, il y a les 2 identités dont je vous parlais tout à l'heure. Avoir une solution nouvelle qui plaît, être majeur, être leader dans l'innovation, et avoir une solution Origine France Garantie qui est notamment pour les bailleurs sociaux qui sont quand même très au fait de l'économie locale, plaît. Et ça, c'est notre identité du savoir-faire français. Voilà pour ce dossier en région toulousaine, et voilà pour clôturer un peu la partie sur le neuf. On va pouvoir parler de la rénovation. Et avant de parler de la rénovation, je vais faire un petit laïus sur ce que représente le Z7 dans le logement. Je vous l'ai dit, c'est un placard de 80 par 80. Au maximum, ça veut dire 1 mètre carré de surface utile de prise. Et j'insiste, on parle de surface utile et non pas de perte de surface habitable. Après tout, d'ici 15-20 ans, si le résident souhaite retirer le Z7, la surface habitable elle est revenue. Contrairement par exemple à une ITI, une isolation intérieure, où forcément, une fois qu'on a posé l'ITI et qu'on a perdu potentiellement, selon les cas de figure, jusqu'à 5 mètres, on ne va pas redéfaire l'ITI. Donc voilà, ça c'est un petit laïus pour commencer. Et on va pouvoir présenter 2 exemples. Chaque fois, ce seront des appartements. Et le premier, c'est l'exemple d'un T3 en H1, donc par exemple la région parisienne, puisqu'on y est. L'hypothèse de départ, c'est qu'on ait 4 radiateurs effet Joule, un pour chaque pièce, et un sèche-serviette. L'eau chaude sanitaire est gérée par un chauffe-eau électrique. On est sur un logement type RT 2000, à peu près standard. On vient remplacer 2 de ces radiateurs par le système Z7. On conserve 2 des anciens radiateurs, ce qui veut dire que sur la courbe que vous voyez en dessous, en fait, on a encore de la marge de mesure avec les anciens radiateurs à remplacer par des nouveaux. Et évidemment, l'eau chaude sanitaire est gérée par le Z7. Premier point, forcément, sur la partie chauffage, on gagne énormément. Jusque-là, on remplace de l'électrique par du thermodynamique, il n'y a rien de surprenant. Mais même, vous le voyez, sur un bâtiment
assez propre, assez cohérent, par exemple qui commencerait sur une classe D, voire même sur une classe C, et ben en réalité, le gain sur l'eau chaude sanitaire va aussi apporter beaucoup. Ça ne va pas traiter que les passoires énergétiques, même si ça peut y participer, ça peut aussi amener à améliorer des bâtiments relativement récents, mais simplement qui ont besoin d'un petit coup de propre peut-être. Comme je vous disais, des bâtiments RT 2000, qui auraient peut-être besoin de remettre un peu au jour les technologies de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Autre exemple qui est à mon sens très intéressant, c'est celui d'un T1, donc à peu près 30 mètres carrés, et pour la facilité, on va rester en région parisienne. On avait un radiateur effet Joule et un sèche-serviette. On remplace le radiateur par le système Z7, le sèche-serviette reste, et évidemment, encore une fois, le CS reste géré par le système Z7. Bon là, forcément, on parle d'une petite surface, donc le moindre gain sur le chauffage est énorme sur le gain global. On passe quand même d'une classe G à une classe D, voire même une classe C en poussant un petit peu. Donc c'est quand même un énorme gain là pour le coup pour les passoires énergétiques de faible surface. Sachant que, à titre de comparaison, c'est quand même beaucoup moins d'espace qu'un ITI pour quasiment les mêmes gains. Voilà. Je suis désolé, je suis allé un petit peu en accéléré parce qu'on a une présentation dense. J'ai fini pour le coup. Je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Puis sinon, on se retrouve sur le stand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à vous, Mathieu. Malheureusement, effectivement, on a très peu de battements avec la conférence suivante qui est prévue dans 2 minutes. Simplement, on va rappeler votre stand G66 Tout à fait. afin de poursuivre les échanges et puis d'avoir la démonstration in situ puisque vous expliquiez que le système Z7 est branché sur votre stand et que on peut en voir à la fois les dimensions et l'efficacité. Exactement, il est positionné dans un placard. Il est en fonctionnement à la fois forcément sur l'air intérieur et sur l'air extérieur. Bon, ici, évidemment, c'est la pièce principale. Maintenant, ça laisse largement assez de volume pour pouvoir le laisser fonctionner toute la journée. Et bien voilà, rendez-vous est pris sur votre stand. Bravo Merci encore. beaucoup. Chers spectateurs, quant à nous, nous allons poursuivre sur le forum Interclimat ce cycle de conférences. Nous allons avoir rendez-vous d'ici 5 minutes avec Alberts Hydronic Flow Control. Merci Mathieu. Merci, Et bon salon. bonne suite de salon à vous.